nous allons aborder ce matin le sujet pour lequel vous avez bien voulu nous rejoindre, qui est comment raconter sa RSE. Je vais démarrer par une petite présentation assez rapide de Link Up Factory pour vous dire que nous sommes une structure qui existe depuis 2010, qui compte une trentaine de personnes. Et ces 30 personnes ont un métier, ont une vocation, c'est de créer de la valeur à partir de l'engagement des entreprises et des marques. Nous le faisons de deux manières complémentaires. Nous le faisons d'abord avec une activité de consulting, c'est-à-dire que nous aidons nos clients à structurer ou à solidifier leur stratégie RSE. Pour ça, nous avons des ingénieurs spécialisés. Et puis, nous aidons à faire rayonner en communication ces stratégies une fois qu'elles sont établies, et d'où la présence à mes côtés très structurante de Thibaut Sartoris, qui est donc directeur de la création, et qui a une équipe de création à ses côtés. On fait ça à un niveau corporate, donc c'est de la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. On le fait au niveau des marques, qui est une activité légèrement différente le travail au niveau des stratégies RSE. Et puis, nous avons par ailleurs une expertise en sciences comportementales, de changement de comportement, enfin dans des configurations où il est souhaitable et intéressant d'amener certains publics à faire évoluer leur comportement. Par ailleurs, nous sommes membres du Global Compact des Nations Unies, même nous faisons partie du club Advanced. Nous sommes certifiés B Corp et depuis 2 mois, nous sommes entreprises à mission. Nous faisons partie de la communauté des entreprises à mission. Les derniers points, depuis la création, depuis 2010, nous sommes éligibles au crédit impôt recherche en étant agréés par le ministère de la Recherche. On a un panel de clients qui est très très varié, alors qui historiquement s'est très structuré autour de l'agroalimentaire, mais qui depuis 5-6 ans s'est élargi à peu près tous les secteurs de l'activité, dans les produits de grande consommation ou en B2B, ou à travers également des grandes associations, des ONG, des institutions. Alors, je vous disais il y a un instant que nous avons 2 activités complémentaires, c'est-à-dire le consulting et la communication. Mais en fait, quand on a une stratégie RSE qui est robuste, eh bien, avant de pouvoir en parler d'une manière précise, juste et évidemment impactante, mais malgré tout juste, eh bien, il y a une étape qui est un chaînon intermédiaire indispensable, qui est notre sujet d'aujourd'hui, qui est l'étape du storytelling. Et je suis très conscient qu'en utilisant ce terme storytelling, qui est un mot valise, qui est très connoté, j'utilise un mot qui peut rimer avec greenwashing, et c'est précisément pour ça qu'on a mis dans le titre de la conférence « Comment éviter le greenwashing ». Donc aujourd'hui, on parlera avec Thibaut, je dirais, de storytelling, de narratif ou de récit d'une manière indifférenciée. Mais effectivement, on est très conscient que ce mot de storytelling est extrêmement connoté. Alors, on va aborder le sujet à partir, enfin, en le divisant en 2 parties. Moi, je vais faire une introduction qui va évoquer, sans m'étendre trop, mais cette difficulté du greenwashing, et vous allez voir pourquoi c'est un sujet qui est pas si simple que ça, et que c'est une ligne rouge qui est constamment qui doit être en tout cas constamment dans le viseur lorsqu'on fait un narratif de la RSE. Et puis je passerai la parole à Thibaut ensuite, qui vous expliquera notre approche du narratif de la RSE, et qui vous présentera des exemples concrets derrière cette approche conceptuelle.
il y aura plusieurs exemples, il n'y en aura pas trop non plus parce qu'on ne veut pas vous saouler, mais il pourra illustrer en fait notre méthode par des exemples concrets. Alors, je démarre donc, comme je vous le disais, par cette notion de greenwashing qui doit être présent à l'esprit lorsqu'on travaille sur le narratif de la RSE. Je ne vais pas vous saouler avec des chiffres que toutes et tous nous connaissons maintenant à peu près par cœur. C'est la problématique de la défiance et de la crédibilité des consommateurs ou même des citoyens vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des marques et vis-à-vis de leur discours en matière de RSE ou de revendications qui tournent autour de la RSE. Il y a juste ce chiffre que je voulais vous signaler qui a 1 an maintenant, qui est assez récent donc, et qui est intéressant parce que on voit la limite avec laquelle on travaille lorsqu'on fait de la communication RSE. 62% des Français estiment qu'une marque qui communique trop sur ses valeurs perd en crédibilité. Donc on voit tout de suite qu'on est sur un terrain de jeu qui est extrêmement compliqué, pour ne pas dire miné. On est en hors-piste totale par rapport à je dirais au métier, si je reste sur la communication, au métier de communicant que les spécialistes de la communication pratiquent depuis des décennies et qui était quelque chose de bien balisé. Là, on rentre sur un terrain dans lequel, si on est en hors-piste, les crevasses peuvent être à droite, à gauche, sans qu'on les voit forcément. Alors, si on regarde l'évolution de cette notion de greenwashing, on va démarrer par un petit sourire et se rappeler la manière dont on pouvait présenter les voitures propres il y a quelques années, ça doit être il y a un peu plus de 10 ans. Bon, je pense qu'on a maintenant, avec le recul tous à l'esprit, disons, la complexité de pouvoir revendiquer d'être propre pour une voiture dans ces termes-là maintenant. À l'époque, c'était probablement pas si évident que ça. Et si on regarde maintenant ce qu'on peut voir dans l'espace publicitaire, on va voir des choses qui sont assez évidentes et qui sont pourtant contemporaines et d'autres qui le sont un peu moins. Le premier exemple que je voudrais prendre, c'est une annonce presse qui circule encore. Je l'ai revue dans le challenge, je pense, il y a 2 ou 3 semaines et qui circule depuis 6 mois et qui nous dit qui dissipe le brouillard à Londres. Qui dissipe le brouillard à Londres. En lisant, alors je vous fais un petit focus, en lisant la body copy, on s'aperçoit que RATP Dev a 15 lignes et 260 bus qui passent à l'électrique et que c'est donc grâce à ça, j'imagine, puisque je fais le lien entre une accroche et son texte, j'imagine que c'est grâce à ces 260 bus qu'on va pouvoir dissiper le brouillard à Londres. Alors, j'ai fait une petite recherche, je me suis aperçu qu'il y avait 9000 bus qui circulaient à Londres. Bon. Donc, voilà, je pense que ça se passe de commentaires au-delà de ça, mais on voit que la tentation, en fait, d'être dans une revendication pour avoir de l'impact qui dépasse la ligne rouge, elle est toujours présente. Alors j'ai un deuxième exemple qui date de 2021, qui est toujours en Grande-Bretagne, enfin qui est pour un public britannique pour le coup, et dans lequel Ryanair revendique d'avoir à la fois les tarifs les moins chers, mais également les émissions les moins chères en Europe. Bon, le problème, c'est que les chiffres de comparaison avec lesquels Ryanair bâtit son argumentaire datent de 2011 pour les plus récents, et que évidemment on ne s'étonne pas qu'il y ait eu une bronca immédiate, levée de bouclier à la fois des médias traditionnels et des réseaux sociaux sur cette campagne qui a, je pense, plus terni la réputation de Ryanair qu'elle ne l'a grandi. Et puis, je voudrais vous montrer un exemple qui est un peu plus subtil, on va dire, et qui est un exemple qui nous vient des États-Unis,
qui lui aussi a à peu près 1 an, et qui nous parle de la Toyota Mirai. La Toyota Mirai, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est le seul, à ma connaissance, c'est le seul véhicule pour particuliers qui marche à l'hydrogène. Et quel est le claim de cette annonce? C'est "The more you drive, the more you clean air", avec un argumentaire derrière autour d'un filtre extrêmement sophistiqué qui permet de filtrer jusqu'à 99% de toutes les microparticules qu'on a dans l'air. Alors, j'entends des bruits. Je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît, en vous remerciant. Donc, je vous le disais, filtrage de l'air extrêmement sophistiqué qui justifie de pouvoir dire, bah, finalement, nous, avec cette voiture-là, quand on absorbe de l'air, ce qu'on rejette, c'est un air qui est pur. Bon, on sent d'une manière irrépressible qu'il y a un problème dans cette revendication qui fait le focus sur un aspect, certes probablement techniquement complètement juste, mais on sait tous que la problématique de l'empreinte carbone et la problématique vis-à-vis de l'écologie d'un véhicule ne se résume pas à la filtration certes sophistiquée de l'air, mais le simple fait de rouler libère des particules de pneus dans l'atmosphère, on le sait maintenant, des microparticules, mais c'est la même chose quand on freine. Alors, je ne vous parle évidemment pas de la manière dont une voiture à hydrogène, dont cet hydrogène est fabriqué. Si ce n'est pas un hydrogène vert, on a un problème. Et puis, c'est un débat dont on entendait les éléments techniques encore hier soir à la télé. Pour faire de l'hydrogène, il faut 3 fois plus d'énergie que pour recharger une voiture électrique. Donc, on a de toute façon plein de problèmes. Évidemment, je ne parle pas de l'empreinte carbone amont de la fabrication du véhicule. Donc, voilà, je ne vais pas plus loin. Je pense que les uns et les autres, on a tous en tête la problématique maintenant de la façon dont on peut, même avec les meilleures intentions, flirter avec cette ligne rouge, si ce n'est la dépasser. Et l'un des éléments pour le faire, c'est en effet d'avoir un argumentaire qui est dans l'omission, enfin, qui est non pas du mensonge par omission, mais enfin, en tout cas, qui est un focus trop sélectif sur un seul aspect d'un problème qui est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, donc je fais une transition ici en vous amenant à consulter, si vous ne l'avez pas déjà fait, autour de ce sujet, un document que l'ADEME a publié il y a 2 mois, très très frais, et alors, il y a les références sont en petit en dessous, mais on les mettra dans la conversation. Je vous invite à vous y référer, c'est un document assez intéressant un peu moins de 20 pages, et qui, globalement, concentre son propos autour de la neutralité carbone dans la communication. Et qui explique et qui développe pourquoi l'assertion neutre en carbone est une assertion qui n'est plus acceptable aujourd'hui, et qui préfère la réduction de l'empreinte carbone exprimée en pourcentage, qui est l'exemple qu'on voit pas très bien, mais encore une fois, je vous invite à, de toute façon, aller sur le document, sur cette page-là. Et ce document de l'ADEME donne des bonnes pratiques, cite des bonnes pratiques. J'en ai choisi une qui me paraît illustrer en fait l'esprit avec lequel on peut mieux travailler sur les revendications des efforts RSE. Là, en l'occurrence, c'est Decathlon qui développe tout un propos extrêmement pédagogique sur la difficulté d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris et sur la manière dont c'est un combat quotidien pour eux qui se manifeste de 1000 manières différentes pour contribuer à la neutralité carbone. Donc, il n'y a pas de revendication simpliste. Il y a une revendication qui est de plus en plus appropriée, c'est la contribution à un développement plus durable.
Je m'arrête là sur ce premier volet du greenwashing. Je vais laisser donc maintenant la parole à Thibaut, qui va vous présenter notre approche du problème. Je vais juste l'introduire, Thibaut, en vous disant que nous avons la chance d'avoir... alors, il est directeur de la création. Et c'est son métier qu'il a arrêté ses études il y a quelques années, et on se connaît d'ailleurs depuis 25 ans, mais c'est un directeur de la création augmentée. Et c'est ça la spécificité aussi qui, je crois, est très appréciée chez nos clients, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a la capacité de développer des messages tout en ayant une conception assez précise du fond de ces messages. Et en ayant en tête, en permanence, vous allez le voir dans les exemples qu'il va vous montrer, cette manipulation des éléments de contenu et donc des limites aussi ou des lignes rouges qu'il faut savoir avoir en tête pour ne pas les dépasser. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Donc, alors, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est un petit peu vous mettre dans la peau un peu de quelqu'un qui est face à cet exercice de raconter la RSE d'une marque ou d'une entreprise pour que vous voyez que c'est un exercice différent. Bon, moi, j'ai un parcours hétéroclite dans la communication en passant par des agences de publicité grandes et petites. J'ai travaillé sur des problématiques de packaging, sur de la promotion, sur du marketing direct. Donc voilà, j'ai eu la chance un petit peu d'expérimenter différentes disciplines et je voulais aujourd'hui expliquer un petit peu, vous faire rentrer et vous faire visiter les cuisines de la Link Up Factory pour que vous voyez vraiment comment on s'y prend et que vous allez voir que c'est un exercice un peu subtil et un exercice complet qui nécessite de prendre en compte très largement le problème, beaucoup plus qu'une problématique publicitaire où finalement un créatif il va se référer à un brief créa qui va tenir sur un A4 et vous allez voir que c'est peut-être aussi en travaillant comme ça qu'on peut tomber dans des pièges et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe chez nous. Donc, je vais reprendre un peu l'histoire au début. On va essayer d'aller rapidement. Mais c'est très important que vous compreniez ce qui doit être présent dans le cerveau d'un créatif pour pouvoir ensuite imaginer la bonne histoire. Si on réfléchit 2 secondes sur la vie d'un produit et de toutes les interactions qui va y avoir entre ce produit avec les hommes et l'environnement, on va évidemment avoir une première colonne avec les ressources, c'est-à-dire tout ce qui concerne la traçabilité, les achats responsables, le respect des hommes et de l'environnement. Et bon. Ensuite, on va passer sur une partie transformation. Tout ce que je vous dis là, c'est valable pour des produits d'agroalimentaire, mais c'est aussi pour tout type de fabrication. Et on pourrait même transposer un peu ce schéma sur des services. Donc ensuite, ce produit, il va être transformé, passé dans des usines avec des points relatifs au process, au savoir-faire, à la sécurité, à des problématiques sociales et également au respect, de nouveau, au respect de l'environnement. Ensuite, ce produit, il va devenir une marque avec un nom, bien sûr, une apparence, un logo, un packaging, etc. Il va faire de la communication, il va avoir un réseau de distribution aussi. Et puis, la manière dont on va communiquer peut soulever effectivement des problèmes éthiques. Et puis, ce produit, une fois qu'il va être fabriqué et vendu, eh bien, il va avoir un usage et ça relève également de la responsabilité sociale de la marque de se poser des questions sur l'usage du produit qui va être fait, sa sécurité, ses liens sur la santé et puis évidemment la gestion des déchets, de savoir ce que va devenir ce produit une fois qu'il aura été utilisé.
Donc, si on reprend ce schéma, et on s'aperçoit que finalement, aujourd'hui, la marque, elle a une vision cloisonnée qui n'est pas le reflet de la réalité. Et donc, notre consommateur qu'on voit en bas, finalement, on lui propose une histoire. On lui dit que le chocolat, il est emballé dans des chalets en Suisse par des petites marmottes, mais on ne lui parle pas de savoir si les enfants qui récoltent le chocolat dans des pays lointains, si on se coupait les doigts en ramassant les caboches, etc. Bon. Donc aujourd'hui, le consommateur, on sait que, enfin aujourd'hui et même hier, le consommateur, il veut en savoir plus sur les ressources, sur la transformation, sur la consommation, etc. L'idée, c'est pas de faire une transparence totale sur la réalité du produit, mais c'est d'aller ouvrir des fenêtres et de montrer des points intéressants dans tout le scope de la réalité du produit. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer. Là, je parle pour la partie créative, mais évidemment que sur la partie consulting, c'est un moment où on va aller chercher les trous dans la raquette, parler des thèmes qui sont à développer, comment dire, fixer des objectifs à certains endroits, etc. Bon, je ne rentre pas dans cette partie consulting. En tout cas, voilà, on va ouvrir des fenêtres dans la réalité pour commencer à construire, je dis une histoire vraie parce qu'il y en a plusieurs, mais à choisir une mise en scène et un contenu qui sera un peu la stratégie de communication RSE. Donc, on va retrouver là, ça c'est un petit schéma pour montrer un petit peu comment les choses se construisent et s'organisent. Donc, on va retrouver en bas du schéma le même tableau que je viens de vous présenter, qui comprend les ressources, la transformation, la consommation et la fin de vie, qui représente vraiment la réalité de la marque. Et cette réalité de la marque, on va en fabriquer un discours où on va retrouver ce qui est important. Ce que je veux dire, c'est ce qui est important, c'est que quand on va parler des ressources, enfin, c'est important pour un créatif d'avoir ce schéma en tête pour pouvoir construire un récit cohérent. Et donc, je passe tout de suite à la slide. Bon, là, on en arrive, je reviendrai là-dessus. On en arrive à ce que le produit se pose cette question. Donc, au fond, quelle est mon utilité sociale? Et là, je crois que tu voulais reprendre la parole, Philippe. Oui, oui, je vais juste faire une transition entre un schéma que vous allez voir dans quelques instants qui sera complété sur le haut et qui vous expliquera finalement logiquement comment le discours de la marque ou de l'entreprise va pouvoir s'enraciner dans la réalité. Alors, j'entends de nouveau des bruits de micro. Est-ce que je peux demander à ceux qui sont arrivés récemment de couper leur micro pour pas qu'on ait de parasitage? Et je vous en remercie par avance. Mais donc, pour pouvoir progresser, pour pouvoir bâtir cette conceptualisation de la communication basée sur la réalité de la marque, il y a en effet une étape intermédiaire qui est une étape fondamentale, qui est de se poser la question de l'utilité sociétale de la marque. Et ça passe par une révision de trois notions clés qui sont la vision, la mission et l'ambition de la marque ou de l'entreprise. Je voudrais juste, avant de repasser la parole à Thibaut pour qu'il poursuive son propos, vous illustrer ce que ça veut dire concrètement avec un exemple qu'on a tous en tête qui est Airbnb et parce qu'évidemment je ne vais pas partager ici des exemples qu'on a travaillé avec nos clients et on a la chance d'avoir ces éléments-là d'une manière publique. C'est intéressant de voir que si on cherche la vision de Airbnb, c'est-à-dire avec quel prisme social l'entreprise ou sociétal l'entreprise voit le monde, on a une réponse qui est la suivante. Nous croyons en un monde où chacun peut avoir sa place partout.
Ça, c'est la vision. À partir du moment où on a bien redéfini une vision, et évidemment avec le prisme sous-jacent de l'engagement, parce que c'est notre sujet, on est plus à même de définir la mission. Alors, j'utilise le mot mission en sachant que on tourne un peu autour du même pot que purpose avec certains de nos clients, ou raison d'être éventuellement, ou mission officielle dans une entreprise à mission. En limite, peu importe. Ce qui est intéressant là, c'est de savoir qu'on a défini un terrain de jeu et c'est la vision, et qu'à partir de là, on peut exprimer la mission qu'apporte ma société d'unique dans le cadre de cette vision. Et pour Airbnb, eh bien, la réponse, c'est permettre aux gens de vivre comme des locaux et de se sentir chez eux partout dans le monde. Et puis, troisième élément, c'est l'ambition. Comment voit-elle sa contribution évoluer dans la quête d'un monde meilleur? Et pour Airbnb toujours, jouer un rôle actif dans la création de liens et la promotion de la compréhension dans diverses communautés du monde entier. Donc, on voit bien qu'à partir du moment où on a franchi cette étape, qui est d'ailleurs quasiment systématiquement soit un atelier, soit une série d'ateliers suivant le niveau de difficulté avec nos clients, mais qui est quelque chose de vraiment une étape structurante. On est mieux à même ensuite de pouvoir progresser sur la conceptualisation d'un discours, d'un narratif sur sa RSE. Et là, je te repasse la parole. Voilà, donc on revient un peu à cette architecture qu'on veut donner au récit de la RSE, où on retrouve un récit qui, je le redis, puise dans les racines de la marque et dans la réalité de la marque. Et on va essayer de trouver un concept fédérateur, d'abord, qui peut être évidemment le nom de la plateforme RSE, qui va se traduire par un manifesto, qui va se traduire par un film aspirationnel, en tout cas un message concret et fédérateur. Ensuite, on va retrouver dans notre discours, on va retrouver les différents piliers sur lesquels est structuré le récit de la marque. Et donc là, on va rentrer plus dans le détail des engagements avec des films de contenu et surtout des faits et des preuves. Et puis, derrière chaque pilier, on va retrouver dans la communication d'autres médias, comme les réseaux sociaux, sur lesquels on va multiplier les témoignages, des infographies, de la pédagogie, s'il en faut, etc., etc. Bon. Ce qui est important, c'est, de nouveau, je vous parle un petit peu de ma cuisine, mais ce qui est important pour un créatif, c'est d'avoir toujours en tête cette vision globale du discours qui permet justement d'avoir une cohérence. Et quand même, il faut le dire, on est sur des sujets délicats. Le spectre de la RSE est un spectre large, puisqu'on va du sourcing jusqu'à la fin de produit en passant par des problématiques sociétales, etc. Quand on fait un film dans une usine, parce que vous allez voir qu'il s'agit de montrer à la réalité, mais quand on fait un film sur du sourcing ou sur rassurer sur la façon de faire des choses, etc., il faut faire attention à n'importe quel sujet, c'est-à-dire que quand je fais un film dans une usine sur le sourcing, je vais être amené à faire attention à des problématiques de marque employeur, par exemple, à des problématiques d'hygiène, à des problématiques légales sur la manière de montrer la réalité ou pas. Et donc, alors, tout ça est très théorique et je vais essayer de vous montrer un petit peu notre façon de faire à travers un exemple qui date un petit peu aujourd'hui, mais c'est un exemple finalement qui était assez complet et qui illustre bien nos propos. Donc, on a travaillé pour Bell sur l'ensemble des produits pour enfants, avec un objectif de com qui était le suivant, de rassurer les parents sur la qualité des ingrédients laitiers,
et le savoir-faire de la fabrication des fromages pour enfants, Kiri, Mini Babybel et la vache Kiri. Bon. Aujourd'hui, alors, il se trouve que ces produits-là, c'est ce qu'on appelle des love marks, c'est-à-dire que les gens apprécient parce que c'est des produits qui sont rattachés à leur enfant, à leurs souvenirs d'enfant, etc. Mais si on amène dans un dîner en ville le sujet de la recette de la vache qui rit, on imagine tout de suite qu'on va partir un peu dans des délires et voilà, et une version qui peut faire peur. Donc, on en arrive à un inside conso qui est j'aime ces marques et mes enfants les aiment aussi, mais dans le fond, je ne sais pas grand-chose sur ces produits et j'en viens à me demander s'ils ne sont pas trop industriels ou trop transformés. Donc ça, c'est notre problématique et on va arriver avec cette réponse qui est le fromage, c'est sérieux, mais pas que. Donc, comme c'est la forme la plus courte pour raconter l'histoire, et si on la décrypte, finalement, le fromage, c'est sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre métier, notre savoir-faire, c'est la fabrication du fromage. Donc, nous sommes des fromagers, même si on travaille de manière industrielle, c'est exactement enfin, je veux dire, Mini Babybel, c'est un fromage à pâte pressée, c'est la même fabrication qu'un berger qui fabrique son fromage de brebis dans les Pyrénées. Et puis, ces fromages, on les fait. Alors, la deuxième partie de ce nom, c'est le fromage sérieux, mais pas que, parce que ces fromages, on les fait pour des enfants, et on les fait pour des enfants qui rigolent, et s'ils rigolent, c'est qu'ils sont en bonne santé. Et donc, c'est aussi la responsabilité de Belle de bien nourrir les enfants et de leur apporter du calcium, etc. Je prends un exemple, en Afrique, la vache qui rit, c'est presque devenu un médicament c'est un apport essentiel en calcium pour tous les enfants. Donc, ce concept, il a été décliné sur un film TV de 30 secondes qui a été fait par l'agence TBWA, dans lequel on pose un peu ce concept avec une voix off, je vous la raconte. Donc, Mini Babybel, c'est une histoire sérieuse. On s'applique à collecter le lait des fermes, 100% français, puis on prend le temps de le faire cailler, de le presser, de le saler et de le faire maturer. Il en faut du sérieux pour faire un bon fromage. Mais ceux qui le mangent ne le sont pas toujours, avec la signature. Donc, le fromage, c'est sérieux, mais pas que. Donc ça, c'est un film qui a eu qui a été diffusé assez largement. Et puis, à partir de ce film, en fait, le concept a été décliné ensuite sur des engagements précis qui partent des engagements et on est parti un peu des questions des consommateurs avec ces questions: d'où vient le lait de Kiri? Pourquoi Kiri est-il si crémeux? Quels sont les ingrédients de la vache Kiri? Ça, le problème dont je vous parlais tout à l'heure. Quel est le secret de la vache Kiri? Comment le lait se transforme-t-il en mini Babybel? Comment les mini Babybel deviennent-ils tout ronds? Donc ça, c'est toute une série de films qui fait 1 minute et puis qui ont été déclinés en 30 secondes. Donc, on va prendre 1 minute et on va regarder un de ces films et ensuite on va un petit peu le disséquer pour vous montrer un petit peu comment il a été conçu et toutes les problématiques auxquelles il répond. Alors, c'est une fiche. D'où vient le lait de Kiri? La vache, elle mange de l'herbe, ça fait du lait, ça fait du lait, et après on... Le lait de Kiri, c'est simple, il vient des fermes, il vient des vaches qui nous entourent. On a des producteurs qui peuvent être en Mayenne, en Sarthe ou en Maine-et-Loire.
Donc j'arrive chez les éleveurs au volant de mon gros camion, 44 tonnes, et on arrive sur leur lieu de travail, mais surtout sur leur lieu d'habitation. Il y a une forme de confiance qui s'est créée entre eux et nous. Moi, ça fait que 2 ans et demi que je suis chez Belle, mais je prends un plaisir fou le matin à me lever pour aller au travail. On arrive, on ouvre le tank, on vérifie que le lait sent bon, qu'il a un bon aspect. Et quand on arrive à quai, on fait 2 vérifications. On doit vérifier la qualité du lait et on doit vérifier qu'il n'y a pas d'antibiotiques. Les premières personnes qui mangent du kiri, c'est quand même les enfants. Et se dire que c'est grâce à nous, principalement, si les fromages existent, faire partie de cette chaîne, je trouve ça top. Parce que nous, les fromages, c'est sérieux. Voilà. Merde. Comment Ça se pense toujours. Voilà. Voilà. Donc, là, on va rentrer un petit peu, on va disséquer un petit peu le film pour vous expliquer un petit peu comment il est conçu. Et puis, on va répondre à 4, j'aime pas très bien, c'est pas, oui, on va répondre à 4, on va dire, clés pour faire un peu ce genre d'exercice. On est d'accord que la réponse immédiate qui va être offerte sur ce genre de problématique, c'est d'aller faire une interview du directeur d'une usine avec sa Charlotte qui va nous expliquer et qui va nous faire visiter l'usine et nous expliquer tous les engagements et tous les soins qui ont été apportés aux produits, etc. Bon. Là, en fait, le premier point qu'on met en avant, c'est la singularité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les discours RSM ne sont pas rares, et tout le monde a un petit peu la façon de s'exprimer qui est toujours un peu la même. Oui, pardon. Responsabilité sociétale de la marque engagée. Donc, tout le monde fait un petit peu le même exercice. Donc, la singularité, ça veut dire que c'est pas parce qu'on fait de la RSE qu'il n'y a pas de créativité. Donc, en l'occurrence, on est parti sur un concept décliné de le fromage c'est sérieux, mais pas que, avec un storytelling, alors là j'utilise le mot dans sa vraie définition, avec un storytelling qui est le suivant, c'est-à-dire on va raconter l'histoire, c'est quelque part en France, il y a un goûter d'enfants, des enfants qui jouent dans un jardin, et au même moment, à Sablé-sur-Sarthe, eh ben, on va fabriquer ces fromages pour les enfants. On le voit à l'écran en termes de direction artistique, avec ce jeu de side-by-side où on va en permanence, enfin pas en permanence, mais souvent illustrer ce principe de le fromage c'est sérieux à gauche, mais pas que, à droite, avec les enfants et l'usage qui en est fait. Donc, un concept narratif et une mécanique déclinable et un vrai storytelling. Ensuite, il y a un principe qui est très important, c'est le principe de réalité, c'est-à-dire que je vais un petit peu m'obliger à ne pas inventer les choses, même si on est sur des mises en scène, mais on travaille avec la réalité. C'est-à-dire que les vaches que vous voyez, bah, c'est des vaches qui font partie de la coopérative qui travaille pour Belle, qui sont à 20 km de l'usine. Et puis, quand la jeune femme qui va chercher le lait dans les fermes revient, elle fait des analyses sur la machine que vous voyez. C'est-à-dire que voilà, on est tous sur la réalité. Ces images sont très importantes parce que, en dehors du texte et du script et de ce qui va être dit dans le film, bah, les images sont une preuve très très importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les gens imaginer des situations. Et il faut tout de suite répondre à leurs inquiétudes avec des vraies images et leur construire justement et un petit peu casser l'imaginaire qu'ils pourraient avoir sur ces marques et la manière dont elles sont fabriquées. Ensuite, il y a un point aussi qui est très important, c'est l'incarnation. Le nerf de la guerre dans la communication de la RSE, c'est la franchise. C'est-à-dire, et c'est là où on a peut-être
autre chose à dire. Enfin, on a une manière différente de parler de la publicité. Et donc, nous, on travaille souvent comme ça, de faire parler les gens, de discuter avec les gens, de faire des interviews. Il y a des manières, très intéressantes de mener des interviews. Et je dirais même que c'est vraiment une technique particulière. Et puis, le discours incarné, si vous voulez, c'est un petit peu, c'est l'efficacité d'un dîner en ville où on va rencontrer le directeur qualité de telle usine qui va nous expliquer d'homme à homme. C'est plus une entreprise qui s'adresse à son consommateur, mais c'est vraiment un père, quelqu'un qui travaille de la même façon que je travaille dans une entreprise, qui va m'expliquer les choses, etc. Et il y a une franchise absolue si les interviews sont bien menées. Et d'ailleurs, vous voyez que dans ce film-là, si vous voulez, on n'est pas allé interviewer le directeur de l'usine, le directeur de la qualité, etc. Mais on est allé chercher des employés qui travaillent avec passion à des postes bien précis. Aujourd'hui, Et Emeline n'est pas une actrice du tout. Et Emeline n'est pas une actrice, bien sûr. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les usines ne font plus le même métier de répétitif, de mettre des choses dans des boîtes et de faire toujours la même action toute la journée. Voilà, on a vraiment affaire à des gens qui ont une spécialité et qui le font avec passion. Donc, c'est très important d'en référer et de se faire expliquer les choses par ces gens-là. Et puis, le dernier point qui est très, très important, et ça, par contre, les agences de publicité le savent très bien, c'est-à-dire que rajouter de l'émotion dans le discours. Et moi, je considère que l'émotion, que ce soit le rire, le pleur, les pleurs, etc., c'est vraiment l'exhausteur, c'est vraiment le sucre, le sel et le poivre des films, c'est-à-dire que c'est l'exhausteur de franchise et d'efficacité des messages. C'est-à-dire que le message est compris, mais si on y rajoute une dose d'émotion, ça sera beaucoup plus fort. Voilà, donc ce concept, le fromage c'est sérieux, mais pas que, si vous voulez, il a été décliné sur un site, sur les réseaux sociaux, sur des annonces presse, en opération promo. Il a donné lieu à de l'édition et pour faire de la pédagogie, etc., de la com interne, etc., etc. Et en résumé, on retrouve nos quatre points essentiels dans la réalisation de ces histoires, c'est-à-dire une dose de réalité, une dose d'incarnation, de singularité et d'émotion. Alors, je vais vous montrer rapidement un deuxième film qu'on a fait pour une marque de Rome qui a décidé d'investir beaucoup dans la RSE et pour laquelle on a construit un discours. Donc, je vous laisse découvrir ce film. Quand tu découvres JM, tu ne peux pas rester insensible. La particularité de notre petite distillerie, c'est qu'elle est nichée au pied de la montagne Pelée, dans un écrin de verdure juste fabuleux, avec une biodiversité incroyable. Et notre responsabilité, c'est de préserver cet écosystème. Il faut avoir les deux en même temps. Il faut avoir le soleil pour que la canne puisse être sucrée, mais il faut avoir la pluie pour faire pousser la canne. Donc, la canne qu'on transforme et qu'on distille dans notre distillerie provient en totalité de la Martinique. Les 3/4 proviennent des environs immédiats de la distillerie. De chaque parcelle, je vois la distillerie quasiment. On a tous conscience que là, on ne fait que passer et qu'il va falloir laisser justement ce qu'on a utilisé, il faut qu'on le laisse dans les meilleures conditions possibles. Donc en fait, tout le travail agricole qu'on fait, c'est un travail de surface. Mais la vie agricole, elle se passe sous la terre. C'est ce qui passe, c'est toute la biodiversité qu'on trouve à terre, toute la vie écologique.
toutes les interactions qu'il va y avoir entre les éléments fertilisants naturels. Faire pousser de la canne à sucre sur nos terrains avec des obligations, des contraintes, de la responsabilité, d'amener de la meilleure canne à sucre possible au sein de notre distillerie. Et puis cette distillerie va nous servir à transformer, à sublimer cette matière première. Mon père était distillateur et maître de chai, et après j'ai pris la relève. Et il était très fier de voir que moi j'ai continué ce travail. C'est la distillation, ça se fait pas comme ça. Plus c'est comme une clarinette, plus on cherche, plus on trouve des notes. Pour créer un rhum, typiquement, il faut beaucoup de patience déjà. C'est un temps de vieillissement qui dure minimum 3 ans pour un rhum vieux. Donc, il faut de la patience, beaucoup de passion, puisqu'on ne fait pas ces métiers si on n'a pas envie, et beaucoup d'humilité aussi. Alors, oui, c'est la version longue du film qu'on a démarré et que j'arrête là parce qu'on fait de 4 minutes, je crois, 4 minutes 30. Mais c'est une boîte à outils qu'on a faite pour pouvoir la décliner en format court en fonction des différents messages qu'on voulait faire passer. Et l'exemple d'un format court de 30 secondes, eh bien, c'est celui-ci. Mon père était distillateur et maître de chai, et après j'ai pris la relève. Et il était très fier de voir que moi j'ai continué ce travail. Pour créer un rhum, typiquement, il faut beaucoup de patience, beaucoup de passion et beaucoup d'humilité. L'amateur de JM, il doit avoir le sentiment que derrière cette bouteille, il y a des hommes et des femmes qui ont produit un produit d'excellence et que quand il ouvre cette bouteille pour ses amis, il soit fier de cette bouteille comme nous, on a été fiers de la produire. C'est toutes les équipes de JM qui font la renommée de la marque et c'est nous qui écrivons les pages en fait de la distillerie. Voilà, donc ces petits formats, ils étaient sur des problématiques très différentes chacun, et on a décliné 5 ou 6 format Instagram en l'occurrence. Voilà, donc. Si tu veux faire une conclusion, vas-y. On a un petit film qui résume, parce qu'on arrive à la fin de notre propos et qu'on veut donc nous laisser ce moment d'échange. Et on a un petit film qui résume, alors pour le coup, en 1 minute, les différents volets et les différents leviers d'action qu'on a en concevant des storytelling. Mais tu veux peut-être conclure sur ta partie. Non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ce qui est très important, j'insiste là-dessus, c'est d'avoir cette compréhension et cette vision globale de la problématique RSE pour avoir vraiment un discours structuré et de pas multiplier. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'intervenants sur la communication. Et on peut toujours se poser la question de savoir sur qui va construire ce discours. Est-ce que c'est les agences de publicité? Est-ce que c'est les agences plus spécialisées de RSE? Encore faut-il qu'ils fassent de la communication. Et aujourd'hui, il y a même des offres, évidemment, des médias ou des agences de brand content. Voilà, ce que je veux dire, c'est que cet exercice de raconter la RSE d'une marque, ça nécessite vraiment d'avoir une vision. C'est un exercice un petit peu subtil qui comporte des dangers, et c'est donc important d'avoir vraiment cette vision et cette compréhension globale de l'ensemble qui puise ses racines dans la réalité de la marque. Merci Thibaut. Donc je vous lance ce petit film et puis ensuite on passe à la séance de questions-réponses. Tu as raison Sandra, dans le sens où la quasi-totalité de nos gâteaux sont fabriqués ici sur Pithiviers. C'est tout un travail. Je suis fier de ça.
Mon père était distillateur et maître de chai, et après, j'ai pris la relève. La distillation, ça se fait pas comme ça. C'est comme une clarinette. Plus on cherche, plus on trouve des notes. La vache, elle mange de l'herbe, ça fait du lait, ça fait du lait. Et après, Il s'engage déjà personnellement avec ce label commerçant responsable, avec un audit qui a été fait il y a un mois. On a une charte à respecter et ensuite contrôler. Donc, c'est qu'on a des audits donc, tous les ans ou tous les 2 ans. Je parcours la planète à la recherche des miels d'exception. Voilà, Diego. Pero nada. Ay, nada, pero hay millones de abejas. Voilà, et comme je vous le disais en introduction, la notion de contribution est quelque chose qui est probablement la notion la plus appropriée à l'expression d'un engagement RSE. C'est une de nos revendications que vous trouverez, si vous allez visiter notre site, que vous trouverez sur le site. J'arrête le partage pour pouvoir repasser à... Alors, j'arrête le partage, je crois que c'est fait. Pour pouvoir repasser à une séance d'échange, si vous le souhaitez. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Mais vous pouvez les poser soit dans le chat, soit avec l'ouverture du micro si vous le souhaitez. C'est plus simple. Et la caméra, du coup. Et la caméra. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Et juste, on n'entendait pas sur la vidéo la musique. On n'entendait que les personnes parler, mais il y avait une musique sur la vidéo. Alors, oui, Stéphane, bonjour à tous les deux. Ah mince, il faut que j'aille dans la conversation. Alors, pour moi, le greenwashing, c'est communiquer sur l'arbre qui cache la forêt. Selon vous, une agence n'a-t-elle pas une responsabilité dans le choix d'accompagner ou pas un client dans son action de com RSE pour éviter de contribuer à ne pas faire du bruit autour de micros-engagements à la marge ou discordants versus la politique globale de l'entreprise? C'est une très bonne question. Merci de soulever ce sujet. Parce que c'est un sujet pour lequel la réponse est peut-être, si ce n'est contre-intuitive, en tout cas pas simple. Alors d'abord, l'arbre qui cache la forêt, c'est exactement, je pense, l'exemple qu'on a à un moment évoqué avec le lancement aux États-Unis de la Toyota Mirai. Mais au-delà de ça, en tout cas, notre politique à nous, c'est à la fois de ne pas avoir, hormis quelques grands interdits, je veux dire comme le tabac par exemple, mais parce qu'on a été approché par des fabricants de tabac sur leur politique RSE, probablement d'ailleurs très intéressante au niveau des petits planteurs à l'autre bout du monde, mais évidemment, il était hors de question pour nous d'accepter de telles missions. Mais au-delà de ça, nous, notre parti pris, c'est d'accompagner la transformation de l'intérieur. Et donc, ça veut dire de pouvoir accepter de travailler avec des clients qui, pour certains, ne sont pas forcément les grandes stars de la RSE et qui, dans un dîner en ville, pour reprendre un petit peu l'image de Thibaut, sont facilement des têtes de Turc. En revanche, c'est pour nous très, très important que on nous fasse travailler sur des configurations dans lesquelles on ne va pas nous amener à faire de l'éco-blanchiment, pour prendre le terme français. Et donc, on est très vigilant sur les preuves qu'il y a derrière les stratégies de communication qu'on est amené ensuite à mener. Et en tout cas, si je prends l'exemple, par exemple, de RomJM, j'espère que vous avez pu voir déjà les différents thèmes et les piliers en creux, les piliers de la plateforme qu'on a créée, la plateforme Eden, pour eux. Mais au-delà de ça, j'espère que la sincérité et l'authenticité est passée. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que ce dont on parle, et en particulier quand vous voyez un passage sur l'agriculture, en l'occurrence de conservation, eh bien, ce sont des thématiques sur lesquelles on sait que le travail qui a été fait en amont est un travail qui est authentiquement engagé et qui nous permet, nous, ensuite, de pouvoir développer des messages qui sont sincères. Voilà, Stéphane, j'espère que j'ai répondu à votre question. C'est gentil, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser maintenant, que nous avons encore quelques minutes ensemble?
Avec plaisir, Stéphane, et merci d'avoir posé cette question. Moi, j'ai une question. Oui, ouais, vas-y. Non, non, je te disais juste que toutes les questions étaient bonnes à poser. C'est vrai que c'est pas toujours évident de les poser en direct, mais vas-y, Philippe. Non, mais moi, j'ai une question finalement à poser à Thibaut. Je connais je connais les éléments de réponse, mais je pense que c'est une question que peut-être vous vous posez en creux. Et qui est, est-ce que des gens comme LinkUp sont capables de travailler avec mon agence de pub? Nous-mêmes, on n'est pas agence de pub. L'exemple de Bell est intéressant parce que il y a une agence qui travaille pour Bell sur c'était Thierry et qui fait son travail et c'est pas le nôtre. Donc la question c'est est-ce quelle est notre capacité à collaborer dans la conception des messages avec des agences qui vont ensuite faire une partie du travail que nous, on ne fait pas, qui est la publicité. Bah, comment dire, la création en communication, c'est un exercice qui est de toute façon est devenu complexe parce qu'on n'est plus dans une époque où on met tous nos investissements dans un film de 30 secondes. Aujourd'hui, on sait bien que les budgets sont complètement saucissonnés dans des actions très différentes. La publicité, ça reste un métier avec son savoir-faire, même s'il évolue. Et on voit aujourd'hui des films, si je fais référence par exemple aux films de Carrefour en télé, qui sont complètement dans la culture, qui ont été faits complètement dans la culture des réseaux sociaux, où on voit justement cette réalité. On n'a plus de comédiens, on a un montage de scènes tournées avec un téléphone portable. Donc il y a cette volonté et cette volonté de franchise qui change les codes de la publicité et dans la manière de faire. C'est-à-dire qu'on peut mieux faire techniquement les choses et les films, mettre plus de moyens, mais on aura ce problème de franchise qui est très important. Donc les films peuvent être considérés comme moins attractifs, mais ils sont aussi plus efficaces. Jean, je me permets juste, Thibaut, il y a Jean qui partage son écran en... Jean, est-ce que c'est volontaire ou je pense que c'est involontaire compte tenu de ce que je suis en train de lire et donc je pense que c'est est-ce que tu veux bien couper ta caméra et ton partage? Oui, on voit Ou est-ce que derrière il y a quelque chose que tu veux nous partager? Jean, si tu nous entends? Bon, c'est pas grave. Moi, je voudrais compléter le propos de Thibaut là-dessus pour dire deux choses. D'abord, il nous arrive finalement assez régulièrement d'être en collaboration avec des agences de pub et donc d'être finalement souvent les gardiens d'une vision qui a été redéfinie en fonction de l'engagement et c'est toute la méthodologie qu'on a évoquée un peu plus haut. Mais ensuite, en effet, chacun faisant son métier, nous d'avoir souvent un périmètre d'expression en communication qui est typiquement de l'ordre de ce que vous venez de voir, qui s'exprime sur les réseaux sociaux, qui s'exprime sur un site, qui va s'exprimer sur des relations avec des parties prenantes au nom desquelles, par exemple, la grande distribution est de plus en plus importante, mais pas que. Évidemment, l'interne, qui est une partie prenante de plus en plus importante et perçue comme de plus en plus importante. Mais en tout cas, ce qui nous paraît important, c'est de ne pas rater cette étape entre, comme je le disais tout à l'heure, une stratégie de RSE qui est solide et la communication. Il y a ce chaînon qui devient manquant s'il n'est pas adressé, qui est le chaînon du storytelling. Et le storytelling, c'est quelque chose où le packaging de narratif, c'est quelque chose qui crée la boîte à outils des messages, qui va permettre ensuite de pouvoir s'adresser en communication d'une manière juste et précise. Oui, Julie. On a une nouvelle question de Pascal qui nous demande: pensez-vous que la raison d'être est un bon début pour le storytelling? Et que pensez-vous des raisons d'être
aujourd'hui des entreprises ne sont-elles pas un peu tout dans tout? Alors, merci aussi pour cette question. Je le disais tout à l'heure, cette étape de la vision, mission, ambition qui est systématiquement gérée avec nos clients sous forme d'ateliers et qui sont des ateliers, alors vu de notre côté, qui sont passionnants à animer parce que évidemment, on touche au cœur du réacteur, ce qu'on manie, y compris parfois, je ne peux pas les citer, mais pour des très grandes marques internationales, on revient sur la plateforme de marque en repassant au crible de l'engagement toutes ces trois notions-là, vision, mission et ambition. Donc oui, le fait d'avoir une raison d'être, je le disais tout à l'heure, raison d'être, mission, purpose, on tourne un peu autour de la même vision, enfin la même notion. En revanche, ce qui est clair aussi à nos yeux, c'est que, et c'est bien pour ça que le mot raison d'être, tout à l'heure, je l'ai évoqué en l'associant à mission. La raison d'être, c'est un peu un buzzword aussi depuis 2-3 ans, qui a donné lieu, à notre avis, à des montagnes qui ont pu accoucher de petites souris. Et j'ai des exemples en tête, mais que je ne citerai pas, mais dans lequel un an de travail a pu aboutir au plus grand dénominateur commun, c'est-à-dire en fait au plus petit, pour avoir des raisons d'être qui sont transposables d'une entreprise à l'autre. Alors nous, ce qu'on veut, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on définit la mission, on veut absolument, tient absolument à ce que cette mission soit spécifique. Et pour ça, c'est important, avant de parler de mission, ou de raison d'être, ou de purpose, de savoir définir sa vision du monde. Et la vision du monde de chaque entreprise ou de chaque marque, elle peut être spécifique, elle peut être singulière. J'espère avoir répondu à cette question-là. Eric nous dit qu'il est obligé de partir. Oui, départ. On a dépassé le temps. Ouais, on a dépassé le temps. Alors donc, éventuellement, parce qu'on est gourmand, une dernière question, si elle se manifeste, et sinon, donc je ne vois pas cette dernière question se manifester. Sinon, on va vous des exemples de missions pertinentes et spécifiques selon vous. Oui, enfin, je peux vous en donner plein et on peut avoir une discussion offline là-dessus. Je vous en ai donné une quand même avec Airbnb. Et encore une fois, la difficulté de parler de ça, c'est qu'on touche à la confidentialité. Cette plateforme de marque, ces trois éléments sont souvent des éléments qui restent confidentiels parce qu'ensuite, ils vont servir de base pour développer des messages qui vont devenir publics. Là, en l'occurrence, avec Airbnb, on a la chance d'avoir, mais il y en a d'autres. Hein, vous pouvez trouver ça avec Dove, par exemple, qui exprime de manière très intéressante la mission de Dove et qui est basée sur une vision qui est extrêmement précise. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer, enfin ce sujet-là ou d'autres d'ailleurs, mais n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et puis soit je vous réponds par mail, soit ça peut être l'objet d'une discussion si vous pensez que ça a un intérêt. Eh bien, écoutez, sur ce, je pense qu'on va clore la discussion. Alors, il y a un dernier message que je voudrais faire passer avant de vous remercier du temps que vous avez voulu consacrer ce matin à nous écouter. C'est que nous sommes les co-organisateurs avec ProDurable d'un prix qui s'appelle le Grand Prix de la marque engagée, qui va se dérouler en septembre, et ce sera la 5e édition, si je ne dis pas de bêtises. Et pour lequel les candidatures sont encore possibles jusqu'à la mi-mai, si là aussi je ne dis pas de bêtises. Et donc, si ce prix, c'est le fait de présenter une marque qui a mené des efforts qui vous paraissent justifiés et justiciables d'un prix vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous donnera tous les éléments qui vous permettront de pouvoir candidater, déposer un dossier. Encore une fois, merci à toutes et à tous. On vous souhaite une très très bonne journée et
Et puis, on vous dit à très, très bientôt pour notre série de visioconférences Solutions RSE. Bonne journée. Au revoir.